Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous mettre en avant le mensonge qui, selon moi, est le plus prédominant et le plus important dans la finance décentralisée ou qui se cache derrière le terme DeFi, puisqu'on met clairement tout derrière et c'est plus aujourd'hui un outil marketing plus qu'une réalité, parce que vous le savez, mais le secteur des crypto-monnaies, ça a quand même pour objectif de permettre une véritable décentralisation, de faire des échanges peer-to-peer, donc de personne à personne. C'est aussi la possibilité de reprendre sa souveraineté monétaire, de pouvoir protéger son capital en détenant sa clé privée. Donc il y a des valeurs qui sont très fortes, et donc derrière le terme finance décentralisée, il y a la possibilité d'utiliser tout un tas d'outils, de produits ou de services qui étaient présents initialement sur la finance traditionnelle, en y ajoutant le concept de décentralisation et de pouvoir utiliser ces services-là sans l'utilisation d'intermédiaires. Donc c'est vrai que ça fait rêver, c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes à faire, mais je trouvais que l'événement qui s'est passé dernièrement avec Tornado Cash, quand vous avez déjà évoqué sur la chaîne YouTube, ça a permis de mettre en valeur des problématiques qu'on retrouve sur la finance décentralisée et que je voulais absolument partager avec vous. Avant d'aller plus loin et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, Telegram et Instagram. Il y a tout un tas de contenus qu'on publie uniquement sur ces plateformes-là, et notamment tout ce qui est giveaway, cadeaux, les jeux concours qu'on fait, c'est sur ces plateformes qu'on vous présente les jeux, enfin notamment les règles et comment y participer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus pour être tenu au courant régulièrement des différentes modalités pour participer notamment à ces différents jeux concours. Tous les liens sont présents dans la description de la vidéo. Donc pour en revenir au sujet de cette vidéo, je vais déjà vous refaire un aperçu de ce qui s'est passé avec Tornado Cash. Donc comme je l'ai expliqué en introduction, Tornado Cash c'est l'équivalent d'un mixeur en fait d'Ether qu'on retrouve sur la blockchain Ethereum pour avoir une protection de la vie privée et des informations qui vont transiter sur la blockchain de manière plus importante que sur les blockchains transparentes comme Bitcoin ou Ethereum. Donc sur Bitcoin, on avait notamment CoinJoin, qui était un mixeur de Bitcoin. Sur Ethereum, on avait Tornado Cash. Et récemment, ce qui s'est passé, c'est que aux États-Unis, les autorités compétentes sont intervenues. Ils ont fermé le site Tornado Cash. Ils ont enlevé tout ce qu'on pouvait retrouver, notamment sur le GitHub. Ils ont demandé à Circle, qui est aujourd'hui la filiale, donc la sous-filiale de Goldman Sachs, qui permet d'émettre les USDC, de bloquer à distance et de geler les fonds de toutes les personnes qui ont utilisé Tornado Cash, donc de geler tous les USDC qui étaient présents même sur des portefeuilles comme MetaMask ou Ledger, et puis pour faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas utiliser leurs fonds. Ils ont également aussi bloqué le RPC sur Infura, sur Alchemy, et puis ils ont bloqué le nom de domaine tornadocash.com. Donc aujourd'hui c'est plus possible de pouvoir utiliser Tornado Cash, mais il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà le fait qu'un protocole, est-ce qu'il peut être considéré comme étant mauvais par exemple, et est-ce que sous prétexte que certaines personnes l'utilisent à mauvais escient, est-ce qu'on doit pénaliser la totalité de la population? Parce que forcément la vie privée c'est un besoin qui est essentiel, qui est même obligatoire, j'ai envie de dire, pour l'être humain. Si demain, on vous dit que si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas forcément besoin de vie privée, et il y en a même d'ailleurs qui utilisent pas mal cet argument, comment vous réagiriez si demain, on vous met une caméra dans votre maison et de partout où est-ce que vous circulez dans votre appartement, et sous prétexte que si vous n'avez rien à cacher, vous devez absolument accepter qu'il y ait une caméra qui filme et qui enregistre tout ce que vous faites, je pense que vous ne serez absolument pas d'accord. Je pense que la vie privée, c'est indispensable, et puis pareil, même plus globalement, au niveau de l'organisation de certaines entreprises, si certaines entreprises souhaitent utiliser des blockchains transparentes comme Bitcoin, Ethereum, pour la création et la gestion d'entreprise, on a besoin aussi d'avoir un semblant de vie privée. On n'a pas forcément envie que les concurrents voient tous les flux de transactions qui sont effectués, quel argent a été envoyé pour tel salarié par exemple, pour payer certains prestataires. Donc même pour le fonctionnement général économique, la vie privée, ça reste quand même quelque chose d'indispensable. Ce qui s'est passé, c'est que là, ils n'ont pas fait forcément la distinction entre les personnes qui l'utilisaient à mauvais escient, parce que c'est vrai que quand il y a eu des gros hacks sur certains bridges, et les hackers ont utilisé Tornado Cash pour brouiller les pistes, mais pour la majorité
d'autres personnes qui l'ont utilisé pour protéger leur vie privée et non pas pour blanchir de l'argent. Ils n'ont pas fait dans la demi-mesure, ils ont complètement tout fermé et ils ont décidé même également d'arrêter l'un des développeurs qui avait participé à la création en fait de Tornado Cash. Ça pareil, ça pose des questions au niveau de l'éthique, au niveau des libertés personnelles, parce que quelqu'un qui crée un outil, pour moi, il ne peut pas être arrêté, en tout cas si on fait les choses correctement, je ne vois pas comment on pourrait justifier le fait que cette personne-là soit arrêtée pour avoir créé un outil. Et encore une fois, cet outil, il est ni bien ni mal, hein, c'est juste un outil. Comment on peut justifier le fait qu'on arrête cette personne-là pour avoir créé un outil qui a été utilisé par certaines personnes à mauvais escient? C'est comme si aujourd'hui, vous aviez participé à la création du moteur à explosion et qui est utilisé aujourd'hui dans les voitures ou peu importe, et demain il y a quelqu'un qui utilise une voiture pour aller écraser des personnes sur la voie publique et vous êtes arrêté parce que vous avez créé une machine à tuer, sauf que voilà, pour des milliers de personnes qui l'utilisent correctement, il y a quelqu'un qui a décidé de l'utiliser pour tuer des gens. Est-ce que vous pouvez être légalement responsable d'avoir créé cet outil-là? J'en suis pas persuadé, mais en tout cas, c'est la disposition qu'a décidé de prendre le gouvernement américain là-dessus. Donc ça pose des questions au niveau des libertés personnelles. Et là où je voulais en venir dans cette vidéo, c'est que par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un, alors on ne sait pas si c'est un groupe d'individus ou si c'est une personne, mais qui a décidé de prendre les adresses publiques des personnes les plus influentes dans l'écosystème Ethereum et de leur envoyer à chacun l'équivalent de 0,1 Ether pour teinter en fait leur adresse Ethereum. Et pour faire en sorte que ces personnes-là aussi soient pénalisées, et éventuellement peut-être l'objectif serait de faire en sorte à ce que ça fasse plus bouger les choses, parce que légalement parlant, si aujourd'hui vous recevez des fonds qui proviennent de Tornado Cash, légalement parlant, en fait vous êtes responsable, on considère que c'était comme si vous étiez un criminel, comme si vous aviez voulu blanchir de l'argent et que vous faisiez de la fraude fiscale en réalité, hein. C'est comme ça que c'est pris, et il y a beaucoup de protocoles, on va le voir un petit peu plus tard, qui bloquent littéralement toutes ces adresses qui sont teintées. Et donc, ça pose des questions sur les libertés personnelles, ça pose des questions aussi au niveau de la responsabilité personnelle. Est-ce que le fait de recevoir des Ethers d'un portefeuille de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui arrive sur votre portefeuille, est-ce que ça veut dire que vous êtes responsable et que légalement, vous devez en assumer les conséquences? Le bon sens dirait que non, mais après derrière, comment vous le vérifiez? Et là, je pense que ça pose tout un tas de questions, de remise en cause sur des choses qu'on pensait acquises et qui au final ne le sont pas vraiment. Et vous vous souvenez, il y a pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube qu'on avait évoquées ensemble sur les problématiques liées à la fongibilité, notamment du Bitcoin. On commence également aussi à le voir apparaître sur l'Ether, même s'il y a certaines mesures qui sont mises en place avec des protocoles comme CoinJoin ou Tornado Cash. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur le même niveau d'anonymat que d'autres protocoles sont capables d'avoir, comme par exemple Monero. Donc voilà, ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo, mais voyez ce qui s'est passé. Donc quelqu'un a envoyé 0,1 Ether sur tout un tas d'adresses différentes qui se sont retrouvées du coup pour le coup complètement blacklistées. Et parmi ces adresses-là, il y a des gens très connus comme Jimmy Fallon, Shaquille O'Neal, il y a également Steve Aoki, Brian Armstrong qui est le CEO de Coinbase. Il y a Beeple aussi qui est très connu dans la communauté NFT. Et donc ces personnes-là ont vu leur adresse complètement blacklistée, et même la fondation Ethereum. Vous voyez, la fondation Ethereum qui détiennent, je ne sais plus combien d'Ethers, je crois que c'est 40 000 Ethers, un peu plus, ont reçu l'équivalent de 0,1 Ether, et donc elle aussi, cette adresse-là, est maintenant bloquée, est maintenant gelée et blacklistée par cette activité qui est considérée par les autorités comme étant suspicieuse de blanchiment d'argent et de fraude. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a Justin Sun, qui est le fondateur de la blockchain Tron, qui a essayé d'utiliser Aave, donc un protocole qu'on dit décentralisé, et vous voyez son adresse, quand il commence à se connecter avec son MetaMask sur Aave, ça lui dit que cette adresse elle est bloquée par l'application parce que ça fait partie des activités qui sont bloquées justement par ce protocole. Donc ça pose tout un tas de questions sur les libertés personnelles. Est-ce qu'on est vraiment aussi sur de la finance décentralisée? À partir du moment où vous voulez utiliser une application et où au moment où vous connectez votre portefeuille, ça vous dit que votre adresse elle est blacklistée pour une raison X ou Y, parce que vous avez utilisé un mixeur, parce que vous avez reçu 0,1
0,1 Ether de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Est-ce qu'on est vraiment sur de la finance décentralisée ou est-ce qu'on est toujours un petit peu sur de la fumisterie? Est-ce qu'on est toujours sur un degré de décentralisation sur lequel on pourrait énormément travailler pour avoir, on va dire, plus de liberté? Je pense qu'on sera d'accord ensemble de dire que là, quand vous avez un protocole qui se dit décentralisé, qui a la possibilité en fait de bloquer votre adresse, bah en réalité c'est que ça ne l'est peut-être pas forcément. En plus de ça, comme je l'ai évoqué au début, vous aviez les autorités aux États-Unis qui sont allées demander directement à Circle de bloquer les USDC des personnes qui ont utilisé Tornado Cash, et on peut voir sur le site Dune les adresses qui ont été bloquées. Donc là il y a eu l'équivalent de 82 adresses que vous retrouvez là juste ici, qui ont été bloquées avec l'utilisation de Tornado Cash, mais également aussi tous les USDT. Il y a eu 702 adresses qui au total aujourd'hui ont été bloquées, sur lesquelles des personnes avaient des USDT mais qui ont été gelées comme ça à distance. Tous ne sont pas ces 702 adresses, c'est pas 702 adresses qui sont issues de Tornado Cash, mais en tout cas, vous voyez que ces entreprises ont la possibilité comme ça de bloquer à distance les fonds. Il y a également aussi des risques supplémentaires qui vont se rajouter, notamment sur l'utilisation de certains stablecoins comme par exemple DAI, qui sont censés être des alternatives décentralisées, mais ça pose des problématiques puisque dans cette catégorie de stablecoins décentralisés comme le DAI, vous avez le principe de surcollatéralisation, donc vous allez devoir déposer plus d'argent dans les contrats intelligents que de DAI que vous allez extraire et mettre en circulation, pour toujours qu'on ait plus d'argent bloqué dans les caisses que d'argent qui seront mis en fait en circulation, et éviter qu'on ait des problématiques liées aux réserves fractionnaires et ce qu'on a pu voir notamment avec l'USDT de Bitfinex. Mais par contre, la question de cette surcollatéralisation, elle est quand même remise en cause avec ce qui s'est passé avec Tornado Cash, et notamment par rapport à la surutilisation de stablecoins centralisés dans la collatéralisation pour le DAI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez mettre en circulation des DAI, vous allez pouvoir bloquer tout un tas de crypto-monnaies. C'est le cas par exemple de l'Ether, mais c'est également le cas aussi de l'USDT et de l'USDC. Et il y a une proportion importante aujourd'hui d'USDC et d'USDT qui sont utilisés pour être bloqués dans les contrats intelligents pour mettre en circulation des DAI. Donc même si le DAI, oui, il est géré par des contrats intelligents et c'est censé être décentralisé, derrière vous avez une problématique, c'est que si demain le gouvernement américain va taper aux portes de Circle en disant bah tiens, nous le stablecoin DAI ça nous plaît pas trop parce que il est censé être décentralisé, on n'a pas trop la main mise dessus, on aimerait que vous geliez tous les fonds et toutes les adresses qui sont connues et qui sont utilisées pour pouvoir collatéraliser les fonds de l'écosystème DAI. Bah, qu'est-ce qui se passe demain? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, je crois que c'est les proportions d'USDT et d'USDC qui sont utilisées dans les contrats intelligents pour le DAI. À l'époque, la dernière fois que j'avais regardé, c'était à peu près 60%. Donc là, imaginez que si demain, vous enlevez 60% de la collatéralisation des DAI, bah, vous avez demain le DAI qui perd énormément de valeur et vous n'êtes pas prêt de retrouver le peg de 1 pour 1 avec le dollar. Donc ça pose des questions sur les niveaux de décentralisation, les niveaux de risque qu'on souhaite avoir. Moi, avec ces nouvelles-là qui sont arrivées, à titre personnel, j'ai décidé de diminuer la proportion de DAI que j'avais dans mon portefeuille. Donc j'ai toujours un peu de BUSD, j'ai toujours un peu d'USDC, j'ai toujours aussi un peu de DAI. J'ai pas d'USDT pour le coup, mais vous voyez qu'il y a toujours des avantages, des inconvénients. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui extrêmement... sans risque, même si je pense qu'on a besoin aujourd'hui plus que jamais d'avoir de plus en plus d'opportunités et de choix dans des stablecoins décentralisés. Et d'ailleurs, il y a, je crois, Curve Finance et puis Compound qui ont avoué la dernière fois sur Twitter et qui ont fait une annonce qu'ils étaient en train de travailler sur la mise en place de stablecoins décentralisés avec un fonctionnement un peu différent que celui du DAI, mais pour l'instant c'est pas encore disponible. Mais voyez, ça pose tout un tas de questions. Est-ce que quand on voit ça, est-ce qu'on est toujours sur des plateformes décentralisées? Est-ce que quand on utilise du DAI qui est censé être décentralisé mais pour lequel on a une surcollatéralisation de stablecoins qui eux sont centralisés, est-ce qu'on est toujours sur le même niveau de risque que ce qu'on veut bien nous faire croire quand on parle de décentralisation? Mais aussi un autre risque quand on parle de décentralisation, c'est tout ce qui touche de près ou de loin aux clés administrateurs. Donc j'avais fait déjà une vidéo complète qui s'appelle Vos fonds ne sont pas en sécurité sur la chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller la voir. Je vous expliquais en détail le fonctionnement des clés administrateurs, les risques qui se passent quand vous utilisez certaines applications décentralisées. Mais en gros, si vous voulez, ces clés administrateurs, déjà toutes ne se valent pas, mais ça octroie un certain droit à la fois aux développeurs, mais également aussi aux fondateurs du protocole en question. Et quelquefois, ces droits sont extrêmement importants. Pour vous donner un exemple, dans l'écosystème Polygon, si vous avez déjà utilisé Polygon,
pour avoir des frais plus faibles et des transactions plus rapides. Sachez que les fondateurs, aujourd'hui, ils ont une clé administrateur où ils ont le droit, en fait, littéralement de vie ou de mort sur toutes les personnes qui utilisent leur réseau. Ils ont la possibilité de geler les fonds, ils ont la possibilité de récupérer tout l'argent qui est bloqué dans les contrats intelligents sur toutes les applications qui sont présents au sein de l'écosystème Polygon. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont le faire, et ça ne veut pas forcément dire que ces personnes-là ont un mauvais fond ou qu'ils ont forcément fait ça pour arnaquer les gens, hein, j'ai envie de dire. Mais on peut se poser la question de savoir déjà, est-ce qu'on a envie, nous, quand on parle de finances décentralisées, de permettre à ces gens-là d'avoir autant de droits, et puis également aussi de se dire, est-ce que si ces clés administrateurs tombent entre de mauvaises mains, les plateformes qui se font hacker, ça arrive tous les jours dans le domaine des crypto-monnaies, donc imaginez que demain ces clés admin soient hackées et soient dans les mains de quelqu'un et en possession de quelqu'un qui a, on va dire, des mauvaises intentions et qui aurait la possibilité de voler l'intégralité des fonds qui transitent sur ce réseau. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Vous voyez, donc il y a toujours des niveaux de décentralisation, il y a toujours des niveaux de risque. Derrière le mot finance décentralisée, quelquefois c'est un peu un mélange où on met tout et n'importe quoi. C'est plutôt aujourd'hui utilisé à des fins marketing, mais voilà, on peut arriver à prendre du recul, on peut arriver à se poser des questions, de se dire qu'est-ce que je veux en tout cas pour mes investissements, quel niveau de risque j'ai envie d'avoir, et c'est toujours pareil, plus vous allez vous former, plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez comprendre comment fonctionne cet écosystème, plus vous pourrez prendre des décisions qui seront plus pertinentes, en tout cas pour la gestion de portefeuille et pour la gestion de votre patrimoine de manière générale. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo 2 liens importants. Le premier, c'est vers notre guide offert que vous pourrez télécharger et plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui ne savent pas aujourd'hui par où commencer. Et le second, c'est la possibilité pour vous de réserver un appel téléphonique directement avec nous. Donc cet appel, sachez qu'il est offert, il est sans engagement. Ça vous permettra dans un premier temps de recevoir votre plan stratégique d'investissement, mais également d'avoir la possibilité d'échanger avec nous sur votre situation personnelle, sur les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, sur vos objectifs personnels, afin de voir ensemble comment on pourrait potentiellement vous aider à aller plus loin dans vos investissements dans le domaine des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à réserver un appel directement avec nous, de sélectionner un créneau où vous êtes disponible. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.